Mais d'abord, c'est l'heure de la battle. Alors, battle de ce soir, faut-il légaliser la GPA en France avec Eliette Abécassi, Valérie Boyer, Caroline Mécari et Johan Laborie. Eliette Abécassi, bonsoir. Vous êtes romancière, essayiste. Vous publiez Bébé à vendre chez Robert Laffont. Bienvenue parmi nous. Voilà. Valérie Boyer, bonsoir. Vous êtes députée Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Bienvenue parmi nous. Caroline Mécari, bonsoir. Vous êtes avocate, conseillère Europe Écologie Les Verts de Paris. Bienvenue parmi nous, Caroline. Yann Laborie, vous êtes chef d'entreprise et papa d'une petite fille de 8 mois. Issu d'une GPA. Bienvenue parmi nous. Voilà. Donc on va parler de tout ça, mais d'abord, l'édito de Blacko, Magnéto, Serge. La GPA, gestation pour autrui, c'est ce qu'on appelle familièrement les mères porteuses. Cette technique permet d'inséminer dans l'utérus d'une femme un embryon qui n'a aucun lien génétique avec elle. Résultat, elle accouche d'un enfant dont elle n'est pas la mère. En France, c'est interdit. Et pour l'instant, Macron n'a pas l'intention de changer la loi. Je ne suis pas favorable à la gestation pour autrui, au titre de la dignité de la personne humaine et du corps de la femme. Et pour ces raisons-là, il n'y aura pas de GPA. Aux États-Unis, en revanche, la GPA est légale et de nombreuses vedettes y ont déjà eu recours. Des couples homosexuels comme celui d'Elton John, des actrices ménopausées comme Sharon Stone ou Nicole Kidman, ou encore Michael Jackson qui voulait des enfants sans s'encombrer d'une mère. En France, Marc-Olivier Fogiel vient de publier un livre qui raconte comment ses 2 filles sont nées aux États-Unis grâce à une GPA. Je le fais, j'allais dire, un peu malgré ma réserve pour mes filles, pour les autres familles et pour le débat public. D'abord, il a fallu choisir une première femme dans le catalogue de la clinique pour acheter ses ovocytes et les féconder avec son sperme. Ensuite, l'embryon a été inséminé dans le ventre de la mère porteuse. Évidemment, tout ça n'était pas gratuit. Oui, elles sont dédommagées pour ce qu'elles font, comme la donneuse d'ovocytes l'est. C'est donc un dédommagement équilibré, c'est comme ça qu'ils appellent, c'est un comité qui le établit, c'est autour de 18 000 €. Aux États-Unis, avec les frais médicaux et juridiques, une GPA coûte environ 100 000 €. Ceux qui n'ont pas les moyens doivent donc se rabattre sur des GPA low cost. Ainsi, en Ukraine, les tarifs de cette clinique vont de 30 à 50 000 €. Et à ce prix-là, vous pouvez même choisir le sexe de votre enfant. Vous pouvez choisir le sexe de l'enfant dans le paquet VIP. C'est un peu de l'eugénisme, non? Oui. Dans ce reportage diffusé sur Arte, les jeunes Ukrainiennes qui louent leur ventre ne font pas mystère de leur motivation. J'ai besoin d'argent, c'est pour cela que j'ai accepté. Je veux acheter une maison avec. Pour vos enfants? Oui, c'est ça. Bref, la GPA pose de nombreuses questions et même si Marco est très heureux avec ses filles, il sait que son combat est loin d'être gagné. Imaginez aujourd'hui un débat sur la GPA, la société, elle explose là-dessus. C'est inutile de cliver la société. Un jour, peut-être, j'en sais rien. Et en tout cas, on n'est même pas à la réflexion sur les modalités de l'ouverture. Comment savoir? D'un côté, c'est impossible d'arrêter le progrès scientifique, mais de l'autre, est-ce que la GPA est vraiment un progrès? Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Alors en France, la justice a interdit la GPA en 1991, mais le débat a ressurgi à travers le livre de Marc-Olivier Fogiel. On commence avec vous, Johan, 34 ans, patron de PME, en couple avec Nicolas depuis 13 ans, marié depuis 2 ans et demi, et vous êtes le repère d'une petite fille née d'une GPA aux États-Unis. Ça vous a coûté combien à vous? Ça nous a coûté 120 000 €. Ouais, 120 000 € sans compter les voyages. C'est ça. Et vous avez mis votre appartement en vente pour pouvoir payer. Oui, il faut pouvoir bien. financer une GPA et c'est pas gratuit. Ça a un coût et on ne trouve pas de l'argent comme ça. Donc effectivement, on a dû vendre notre appartement pour ça. Et puis il fallait également lui trouver une place à cette petite. En fait, on fait un enfant à 3 dans ce cas-là, parce qu'il y a le sperme du père,
il y a celle qui donne les ovocytes et celle qui porte. Donc en fait, on fait un enfant à 3. Exactement. C'est un plan à 3. Pas tout à fait. Alors, votre mère porteuse s'appelle Marissa. Elle a 29 ans, elle travaille chez Tesla, donc à San Francisco. Vous l'avez rencontrée par Skype et vous dites que ça a été le coup de foudre. Ah, tout à fait. C'est vraiment une rencontre humaine avant tout. Ça a été sur un premier Skype. Il faut savoir que c'est pas nous qui choisissons une mère porteuse, c'est pas elle qui nous choisit, on se choisit mutuellement. Et ça, c'est important de le dire. Et effectivement, il y a eu un coup de cœur. Vous êtes toujours en relation avec elle? Toujours, presque tous les jours, au moins 1 ou 2 fois par semaine. Est-ce qu'elle vit pas un sentiment de frustration finalement d'avoir porté un enfant qu'elle ne voit plus, qui habite en France? Pas du tout. Elle l'a toujours fait dans cette optique-là. Elle a toujours dit je le ferai pour vous amener un bébé. Et c'est comme ça qu'elle l'a vécu, c'est comme ça qu'elle le vit aujourd'hui. C'est pas du tout son bébé, ça n'a jamais été son bébé. Et depuis le départ, ça a été comme ça. Alors, qui est le père biologique entre vous et Nicolas? On ne le dit pas, ça n'a pas d'importance pour nous, on est tous les deux les papas. Mais sur l'acte de naissance, il y a marqué qui est le père biologique quand même. Exactement. Mais aujourd'hui, on ne veut pas le dire, on ne le cachera pas à notre fille. Mais on ne le dit pas et ça n'a aucune importance. On a qu'un enfant à 2 et pas juste le père biologique. D'accord. Alors, Eliette Abécassis, vous publiez Bébé à vendre chez Robert Laffont. Vous n'avez pas de problème avec le mariage pour tous, avec la filiation homosexuelle, mais vous estimez que la GPA est une nouvelle forme d'esclavage. Oui, c'est une forme d'esclavage parce que ces femmes qui portent des enfants, souvent elles sont de pays pauvres. En fait, ce qui se passe précisément, c'est que dans ces GPA low cost, eh bien, on prend des ovocytes d'étudiantes californiennes que l'on choisit suivant leur QI et leur physique sur catalogue, qu'on implante dans des femmes de pays pauvres, qui sont en train de légiférer parce qu'il y a eu tellement de dérives comme en Inde, et donc ces femmes portent ces enfants, souvent, alors elles sont surstimulées, elles le font soit pour leur famille, pour leur mari, pour leur père, parfois elles sont même pas majeures. Donc c'est véritablement une nouvelle forme d'esclavage, une violence faite aux femmes, puisqu'il s'agit quand même de porter un enfant et d'être désenfanté. Et porter un enfant, la femme n'est pas qu'un utérus. C'est pas un outil en fait. La femme a un psychisme. Donc le fait de porter un enfant, ça a un coût psychique terrible pour ces femmes. Alors Eliade, vous accusez la société productiviste de fabriquer des besoins. Vous dites, on est passé du désir d'enfant au droit à l'enfant. Voilà, c'est ça, le droit à l'enfant, ce qui n'a pas été toujours le cas, parce que les enfants, dans la société romaine, étaient laissés dans la rue, et puis s'ils s'en sortaient, on les prenait. Et puis là, tout d'un coup, j'irai à partir de Rousseau, puis Freud, c'est l'enfant roi, et on est passé de l'enfant roi à l'enfant nécessaire. Il y a un désir d'enfant qui est très fort, parce que la société pousse les gens à vouloir cet enfant qui devient l'objet que l'on veut, l'objet absolu, l'objet à avoir, donc à vendre ou à acheter. Est-ce qu'on veut basculer dans une société où on vend des êtres humains et où on loue des utérus? Valérie Boyer, alors vous dites la GPA, c'est du proxénétisme procréatif. Quelle est la différence entre louer un corps pour un rapport sexuel et louer un corps pour avoir un enfant? Moi, je considère qu'aujourd'hui, cette GPA, c'est une régression pour la cause de la femme, parce que ça consiste à la réduire à une machine à reproduire, ça consiste à en faire un meuble, c'est un contrat, et l'enfant est le produit de ce contrat. Personnellement, je considère que depuis la Convention de Genève qui a défini l'esclavage en 1926, le fait d'avoir ce marché procréatif avec une sorte de dumping éthique auquel on assiste aujourd'hui, eh bien, c'est une régression des droits humains. Je comprends tout à fait qu'on ait envie d'avoir un enfant. Je n'ai aucun doute sur l'amour qu'on porte à ses enfants. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que notre société veut faire comme modèle le fait qu'on considère la femme, comme l'avait dit si élégamment Pierre Berger, comme un ventre à louer, et les enfants comme un produit à commander, fabriquer et vendre. Caroline Mécari, vous êtes avocate et en première ligne dans la reconnaissance par l'État français des enfants nés d'une GPA. Il y a tout juste un mois, pour la première fois en France, la Cour d'appel de Paris a approuvé une demande d'adoption plénière de jumelles nées d'une GPA au Canada. Et donc, avec ce jugement, la mère porteuse n'existe plus, en fait. Mais
Je crois qu'il est important d'abord de rappeler que la gestation pour autrui est reconnue comme étant une technique de procréation médicalement assistée par l'OMS. Déjà, il faut, je vous parle de l'OMS, donc de l'Organisation mondiale de la santé. Voilà. Ce qui est important de rappeler dans ce qui s'est passé en France, c'est que les premiers couples qui ont eu recours à la gestation pour autrui, ce sont des couples hétérosexuels, qui s'est ensuite élargi aux couples d'hommes parce que les homosexuels ont cessé de censurer leur désir d'enfant. Voilà. Donc, pour répondre maintenant à votre question très précise, sur l'acte de naissance des jumelles qui sont nées par gestation pour autrui, la femme qui a porté ces jumelles n'apparaît pas. Elle n'apparaît pas. Il n'y a que le père. Et donc, c'est ce qui a permis, pour être simple, de déposer une requête en adoption plénière de l'enfant du conjoint. C'est vous l'avocate de ce couple et vous avez gagné. Que j'ai gagné, en effet. Et donc, sur le plan juridique, les enfants n'ont légalement pas de mère. Ça ne veut pas dire qu'une femme ne les a pas portés. Bien sûr, une femme les a portés. Et le couple... Mais la mère n'existe plus, en fait. Pas en droit. En droit, il n'existe pas. Mais vous savez qu'en droit français, il existe un cas où, ce n'est pas le cas de la GPA, mais où une femme peut accoucher, elle demande le secret de son accouchement et elle ne sera jamais sur l'acte de naissance, bien qu'elle ait, c'est elle qui a choisi. C'est ce qui choque nos amis. Oui, mais elle a choisi, cette femme, de ne pas être sur l'acte de naissance. Valérie, qu'est-ce que vous avez à répondre à Caroline? Nous avons en France des lois de bioéthique qui ont été portées par Jean-François Mattei, qui est une originalité française. Aujourd'hui, effectivement, avec tout ce débat sur l'indisponibilité du corps humain, sur la dignité humaine, parce que c'est de ça dont il s'agit profondément, eh bien, nous avons une sorte de triomphe du droit anglo-saxon et sur le droit germain et sur le droit français. C'est aussi une sorte d'emprise dont nous sommes les victimes, en tout cas c'est mon avis, par rapport à la conception que nous avons de l'être humain dans la société. Comme ça arrive souvent, est-ce que la pratique ne va pas faire évoluer le droit? Écoutez, si la société ne dit pas non, il y a une limite. Cette limite, c'est la dignité humaine. Cette limite, c'est l'intégrité corporelle. On ne fait pas société. Très bien. Mais personne ne dit qu'il faut en France importer, j'allais dire, la réglementation anglo-saxonne. En revanche, vous avez posé une question au tout début de l'émission. Est-ce qu'il faut légaliser la GPA en France? C'est la seule question. C'est la seule question à laquelle moi je vais vous répondre de la manière suivante. Oui, nous pouvons légaliser la GPA en France à partir de nos principes de dignité de la personne humaine, à partir de nos valeurs de respect de l'autonomie de la femme de la procréation et de la grossesse. Respect de l'autonomie de la volonté des femmes. Vous ne parlez pas aux C'est elle qui décide avant tout. Une porteuse, c'est d'abord elle qui fait une démarche pour pouvoir être porteuse. Ce n'est pas un couple d'intention. C'est intéressant, c'est-à-dire que les femmes qui portent les enfants, elles se sont inscrites en fait sur une liste. Bien sûr. On leur met pas un couteau sous la gorge pour le faire, pas du tout. Elles le veulent, elles le souhaitent, c'est un désir. Elles sont réduites à faire cela absolument pas. Comment pouvez-vous dire ça? Est-ce que vous les oblige à porter un enfant? Vous en connaissez des mères porteuses? Vous avez discuté avec des mères porteuses? Évidemment, monsieur. Bien sûr, évidemment que nous connaissons le sujet, que nous avons. Sinon, je pense que nous ne serions pas là aujourd'hui. Eliott. Voilà, la France est le pays des droits de l'homme. C'est pour ça que la France reste tellement contre la GPA et protectrice des hommes, des corps des femmes et de l'être humain d'une façon générale. C'est pour ça que la France résiste à la pression internationale qui est emballée, à un marché qui s'emballe et cet hypercapitalisme qui est en train de dicter sa loi. Pas de marché, il n'y a pas de vente d'enfants. Mais il n'y a pas de vente d'enfants. Mais vous avez parlé de dédommagement, monsieur. Bien sûr, il y a un dédommagement, mais ce n'est pas une vente. Vous avez parlé de votre rencontre et de votre coup de foot sur Skype. Oui. On n'était pas obligé de comprendre que c'était pour un enfant, monsieur. Donc, à un moment donné, je veux bien... C'est une rencontre humaine avant tout. Ce sont des personnes. Je suis d'accord. C'est une rencontre humaine. Tout dépend... Vous parlez de la marchandisation du corps d'une femme. Oui, totalement. Vous dites de vendre un enfant. Oui. Ce n'est pas du tout le cas. Est-ce que vous avez déjà lu un contrat? Bien sûr. Mais bien sûr, c'est un contrat qui protège avant tout les mères porteuses. Non, c'est un contrat qui protège les femmes. Non, absolument pas. Absolument pas. Bien sûr que... Vous êtes vraiment hors sol, réellement. Madame, je ne suis pas hors sol. Vous ne connaissez pas les choses. Et on ne peut pas, parce que vous ne connaissez pas les contrats, vous n'avez pas vécu une GPA. Allez sur Internet. Je ne vais pas sur Internet, je l'ai vécu, Madame Boyer. L'un après l'autre.
Je me Valérie Boyer. permets juste d'inviter les téléspectateurs à aller sur Internet et à taper gestation pour autrui, grossesse pour autrui, etc. Et ils vont tout de suite tomber sur des sites où ils vont être mis où elles vont être mis en relation avec des personnes, qu'ils soient dans les pays de l'Est ou aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des États qui sont d'accord et des États qui ne sont pas d'accord. Hein. C'est pas la GPA sur tout le territoire légalisée. Et vous verrez que tout de suite, il est question de contrat et qu'on garantit le contrat le corps protège. humain. Madame, vous ne comprenez pas, Madame Boyer, c'est que le contrat protège qu'ensuite Madame, j'ai un cerveau comme vous, je comprends très bien. Bien sûr, il Voilà, est ensuite merci. présenté à un tribunal qui va rendre un ordre. Mais c'est oui, exactement ce que nous disons. Mais non. Le contrat protège Mais et il le contrat protège. garantit le produit. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un contrat que c'est commercial. C'est là où vous confondez Madame, tout en il y a un réalité. dédommagement. Quand je dis qu'on peut légaliser en France selon nos valeurs et nos critères, on intègre évidemment ce que vous dites, c'est-à-dire la non-commercialisation du corps humain. Comme Donc en Angleterre. c'est à ça qu'il faut venir. Ou c'est à ça qu'il faut parler. Enfin, moi je suis totalement opposée à ça, bien évidemment, mais parlons de ce qui se passe en Angleterre, où on nous a vendu ce qui est pour moi c'est une escroquerie intellectuelle, la GPA dite altruiste. Parce qu'il ne s'agit pas d'un don de soi, la GPA, c'est le don d'un autre. Donc on est vraiment dans quelque chose qui, j'allais dire, qui remue nos tripes vraiment au plus profondément. Et en Angleterre, il y a cette GPA altruiste, soi-disant, où il n'est question que d'argent. Voilà. Et quand c'est gratuit, ils n'ont pas trouvé les personnes. Est-ce que sur la base, si c'était gratuit, est-ce que vous seriez d'accord? La femme n'est pas réduite à sa matrice reproductive. Je veux dire, on ne peut pas utiliser le corps d'une femme comme un outil. C'est pas un outil, c'est pas un objet. Et l'enfant ne peut en aucun cas, l'être humain ne peut en aucun cas, à mon avis, être le produit d'une vente. Laurent. Est-ce qu'il y a des exemples de mères porteuses qui font du rétro-pédalage et qui, malgré le contrat, développent une fibre maternelle et qui engendrent, parce que c'est quand même lié, les hormones. Le droit américain regorge. Il y a toute et la qu'est-ce qui se période passe dans ce cas-là? Elles reviennent sur leur idée originale. Et donc, du coup, ça crée des conflits juridiques absolument Non, ça n'existe pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, par exemple, si on prend les États-Unis ou le Canada, en fait, les techniques de procréation médicalement assistée et l'expérience qu'ils ont sur ces sujets qui remontent à plus de 30 ans aujourd'hui, fait qu'aujourd'hui, le premier critère, c'est la femme qui porte les enfants n'est pas génétiquement liée à l'enfant. Par ailleurs, ce qu'on oublie toujours, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Par ailleurs, non mais quand même, c'est quand même important, la femme qui porte l'enfant, personne ne l'oblige à le faire, absolument personne. Elle le fait volontairement, en conscience, et ce n'est pas une pauvresse qui aurait besoin d'argent pour vivre. C'est une femme qui le fait, dans les non mais attendez, non mais vous répondez pas à ma question. Je viens à votre question. C'est que on n'a pas de cas depuis les 20 dernières années de femmes qui ont porté des enfants pour un couple hétérosexuel ou pour un couple homosexuel qui ait fait un rétropédalage. Parce que dès le départ, laissez-moi finir. Parce que dès le départ, l'engagement, qui est un engagement dans une relation humaine qui va durer quasiment 1 an et demi, c'est un engagement où la femme qui porte l'enfant sait qu'elle le porte pour ce couple. Et donc, il n'y a pas de rétro-pédalage. Il n'y en a pas. Personne ne change jamais d'avis. Non. Voilà. Elle a répondu. Toi. Franchement, on est dans le monde des bisounours, le monde parfait. C'est pas le cas. Non seulement il y a un lien in utero qui est décrit par toutes les sociétés scientifiques entre la mère et l'enfant pendant la grossesse, c'est une femme, c'est un être humain, c'est pas une machine, d'une part. D'autre part, toutes ces femmes qui souffrent de dépression, qui regrettent, qui ont des difficultés, elles sont totalement effacées du paysage. Yann va conclure ce débat. Un jour, Alfred Jarry, grand écrivain, jouait dans un jardin avec un pistolet. Et sa voisine dit « Vous êtes fou, vous allez tuer mon fils ». Il lui a répondu « Je vous en ferai un autre ». Ça prouve quoi? Non, mais c'est très intéressant. Ça veut dire que la notion de personne, d'être humain, de droit de l'homme, etc., sont des notions qui ne sont pas figées dans le temps. Et il est bien clair que là, ce qui est plutôt gênant, c'est la pulsion narcissique. On veut faire un enfant avec son ADN, alors que l'adoption était un moyen beaucoup plus noble, à mon avis, de pouvoir avoir des enfants. Parce qu'il y a effectivement une dictature du biologique qui est insupportable, mais la question centrale, malgré tout, et c'est là que madame a quand même raison sur ce point-là, c'est l'affaire du consentement.
La reproduction violente, l'eugénisme n'a pas besoin de la science pour exister. Et là où je rejoins enfin Thierry, c'est que la science ne s'adapte jamais au droit. Et historiquement, le droit a toujours suivi la science. La science, Heidegger dit, la science ne pense pas, mais on finit tôt ou tard par penser comme elle. Et c'est l'avènement. C'est l'avènement de Brillant, brillant, bravo. Johan, je vous laisse le mot de la fin, comme vous êtes le seul ici à avoir fait une GPA. Dites-nous un mot pour finir. Ce que je voudrais juste dire, c'est que quand on lit votre livre, par exemple Eliette Abekassi, on voit clairement que vous voulez parler d'un sujet sans avoir vécu les choses. Et il faut vivre une GPA, il faut discuter avec une mère porteuse, il faut vivre ça pour se rendre compte que c'est le contraire de la marchandisation du corps de la femme et que je suis le premier à vouloir défendre. J'ai vécu le fait de porter un enfant. Mais c'est pas de ça. Vous l'avez très mal vécu, vous en avez écrit des livres. Je sais ce que ça peut être. C'est pas mais ça, il y a des femmes qui le vivent très bien. Il y a des femmes qui adorent être enceintes. Pas vous, et c'est évident, vous en avez écrit des livres. Arrêtons cette dictature de l'émotion en train de dire que vous avez les bons sentiments et que madame a les mauvais. À un moment donné, je crois que c'est absolument pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que l'enfant est un objet? Est-ce que le corps du femme est un outil? La réponse est non. Voilà. Non, la réponse est non.